Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee. On est parti sur le questionnement de savoir est-ce que la méthode Silva est une psychothérapie, une psychothérapie. Et en l'occurrence, Lee a super bien recadré en train de dire non, c'est pas une psychothérapie. On peut l'exploiter potentiellement comme une auto-psychothérapie, mais ce n'est pas le but ni l'objectif. Et là, on est en train un peu de voir le fonctionnement global sur cet état d'esprit psychothérapie. Néanmoins, on revient dessus et on le rappelle, si vous avez besoin d'une psychothérapie, allez suivre une psychothérapie. Ça sera un super complément pour un travail personnel. Et ça, j'ai bien aimé ce qu'a dit Lee dès le départ, on ne vient pas faire la méthode Silva simplement parce qu'on a des problèmes. Et je trouve que l'idée de se dire, je vais faire la méthode pour développer mon intuition, ma clairvoyance, la connexion avec moi-même, ma discussion interne, ma capacité à imaginer, ma confiance en moi, là, c'est cool. Avoir même confiance en soi, c'est déjà peut-être un peu au-delà, mais ça va être une des conséquences potentielles et peut-être un des points clés, apprendre à se relâcher. Sans forcément dire qu'on sera hyper relax, mais relâcher des choses, c'est-à-dire mettre de côté des tensions qui sont inutiles. Est-ce que tu as, justement, si on continue toujours dans cette notion d'aspect psychothérapie, est-ce que dans certains cours, là je pense ultra, par exemple, ou les deux cours graduate et ultra, est-ce que tu as l'impression que, parce que tu sais, il y en a un qui est plus basé sur l'hypnose, que dès lors, on rentre davantage sur un côté d'auto-travail personnel sur des problématiques psy ou pas du tout, c'est juste pour montrer davantage une ouverture du système Silva ou même ses origines, en l'occurrence avec l'hypnose. En fait, avec le séminaire Ultra, c'est beaucoup plus basé sur comment aider les autres. Ouais. On enseigne carrément les techniques magnétisme, des techniques pour programmer pour les autres. Et c'est beaucoup plus, en fait, basé sur comment aider les autres. Le graduate, je trouve, c'est un peu les deux. Hein? Dans le graduate, il y a beaucoup de techniques d'exploration de soi-même, mais il y a aussi, on apprend ce qu'on appelle le cycle Theta, et c'est fait exprès pour les gens qui ont des amis, des membres de famille qui ont des problèmes et qui veulent les aider avec des techniques Silva, mais l'autre personne n'a jamais fait le cours et ne sait pas comment entrer en Silva. Donc, on leur donne cette technique qu'on appelle le cycle Theta, et une fois qu'on est arrivé au bon niveau, là, on peut les apprendre une technique Silva directe, sans qu'ils doivent faire tout le cours pour apprendre à faire en alpha. Et le cycle Theta, c'est hypnose pure. C'est hypnose pure. Tu ne sais pas si tu te rappelles, c'est justement, on lève la main, on laisse tomber la main, on compte 10 à 1, on met les mains sous les épaules, et c'est long, hein? Mais c'est long parce qu'on ne va pas entraîner tout le monde pour devenir hypnotiseur, mais on va les donner une technique qui est répétitive, mais c'est presque, il y a toujours des exceptions, c'est presque garanti à la fin que la personne sera en profond état. Bien sûr. Et là, tu peux donner la technique directement justement à le subconscient ou conscient intérieur, ou comment tu veux l'appeler. Voilà. Oui. D'ailleurs, tu vois, là, quand tu me dis ça, je me dis, c'est amusant parce qu'au bout du compte, on a plus l'impression que la méthode, elle est plus basée pour vraiment aider les autres que s'aider soi. Même si, on est bien d'accord, hein, on est là pour chercher des solutions, mais si je garde mon mot psychothérapie, et on sait que là, c'est un peu biaisé hein, par rapport à tout ce qu'on dit, mais ce travail perso pour la psyché comme une psychothérapie, c'est pas forcément ce qui va être le cœur. On va plus chercher, et tu l'as bien précisé tout à l'heure, parce que c'est un mode de vie, Silva, plutôt que on va dire, une technique court terme pour juste faire des trucs et de se sentir mieux, même si, bien sûr, on peut le faire comme ça. Hein. Mais l'idée, c'est que vous puissiez le faire régulièrement et que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt au quotidien. Donc, le quotidien devrait corriger nos pathos, ou en tout cas nos malaises. On ne parle pas de grosses psychopathologies. Hein. On parle comme disent les gars de la NGL, j'adore les problèmes normaux des gens du quotidien, quoi. Les problèmes quotidiens normaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est moins un travail sur toi, c'est moins une technique de travail sur toi pour toi-même en ressortant des 5 jours de cours où tu te dis ok, je bosse comme ça, mais plutôt, vu que tu vas avoir un nouveau état d'esprit, une nouvelle manière de vivre, et c'est ce vers quoi
dans la méthode, les choses vont se corriger parce que tu vas petit à petit corriger les petites choses qui te gênent dans la vie. Ce qui est en gros une psychothérapie à long terme, sans se nommer psychothérapie, parce qu'on va appeler ça développement de soi, développement personnel ou travail sur soi. Et on reste focalisé sur aider, accompagner, faire en sorte que les gens se sentent bien, se sentent heureux, se sentent mieux. Tu as cette impression aussi de la méthode que c'est vraiment plus une méthode pour les autres que pour nous, même si nous, on est au cœur de tout. Quoi, tu vois, c'est assez paradoxal comme notion. En fait, c'est moins marquant pour nous par nous-mêmes que pour les autres. Toi, souvent, le travail qu'on va faire, c'est pour les autres et on peut s'inclure dedans. On va faire un travail sur nous pour comprendre nos rêves, etc. Mais c'est comme si nous, on doit être bien, on doit être OK, mais on doit être OK pour les autres ou avec les autres, parce que le pour est peut-être un petit peu trop perte de soi, mais avec les autres. Comment tu le perçois, toi? En fait, si tu regardes le contenu du cours de base, c'est vraiment progressif, ça évolue, ça commence net et clair pour soi-même. Toi, tu apprends à te relaxer, tu élimines tout ce qui est stress, tu commences à travailler sur ton propre langage pour être plus positif. Les premiers tips, tu arrives à mieux dormir, c'est pour toi-même, ok? Tu arrives à mieux te réveiller, tu arrives à être plus énergisé, tu arrives à te rappeler de tes rêves, tu arrives à éliminer les maux de tête. Tout ça, c'est net et clair pour soi-même. Prochain jour commence. Là aussi, on a pour mieux mémoriser, pour mieux concentrer, pour mieux apprendre, et puis mieux fixer les buts. Et les buts, pour le miroir d'esprit, c'est toujours nous-mêmes, on est impliqués, etc. Mais le deuxième week-end, je sais pas, ça commence à s'ouvrir. Et même dans des trucs comme le miroir de l'esprit, même si ce n'est pas dans le texte officiel, José a toujours dit, mais si tu programmes un but pour être mieux toi-même, programme aussi qu'il y a des avantages pour les autres. Et ça va être beaucoup plus efficace et rapide quand tu l'obtiens. Okay? Donc, pour moi, ça commence avec soi-même et puis ça progresse. Et là, justement, on dit les pensées. Bon. Je développe mes facultés mentales pour mieux me servir et mieux servir l'humanité. En fait, dans la version anglaise, c'est simplement I develop my mental faculties to better serve humanity. On dit simplement l'humanité. Et les instructeurs disent toujours quand même, mais toi, tu fais partie quand même de l'humanité. Et on utilise souvent cette métaphore quand l'hôtesse de l'air donne les instructions à ceux dans les avions, qu'est-ce qu'on fait quand le masque descend et tu as un enfant à côté de toi? Tu t'occupes d'abord de toi-même et après l'enfant. Parce que si tu aides les autres personnes et tu n'es pas prête toi-même, donc tous les deux, on va souffrir. Donc c'est bien ça. Et alors là aussi, pour ceux qui l'observent, vous voyez que la méthode, au fur et à mesure, elle va du concret vers du subjectif. Et là, on voit bien qu'on va d'abord de nous vers les autres. Mais très vite, les autres sont inclus dedans. Donc, dans la notion et la réflexion, toujours sur l'étiquette psychothérapie, c'est on souhaite être bien nous pour que ça puisse être bien pour nous, mais qu'une fois qu'on est bien nous, on puisse être un relais de bien-être pour autrui. Donc, on a vraiment cette dynamique-là qui est vraiment mise en avant. D'ailleurs, donc c'est intéressant toute cette organisation de se dire, je dois d'abord être bien. Je dois d'abord être bien, mais je vais d'abord apprendre un ensemble de techniques pour maintenir du bien-être. C'est pas plus redevenir bien que retrouver un état naturel de bien-être. C'est peut-être aussi l'idée de base, c'est que si vous êtes relâché, surtout dans la vie, que ce soit physiquement, psychiquement, émotionnellement, logiquement, vous ne devriez pas prendre de tension sur l'ensemble des événements qui se passent. Vous allez être beaucoup plus souple, donc être capable de gérer mieux l'ensemble des tensions et donc retrouver un espèce d'état naturel. Alors là, après, il y a toujours ce questionnement de l'état naturel, mais un état naturel de capacité à absorber sans vous opposer, sans dureté et sans que ça vous blesse. Et plus vous arrivez dans cette notion psychique de vous dire tranquille, les choses c'est très stoïque en fait comme manière de je peux gérer que ce que je peux gérer et vu que je vais surtout me gérer moi à rester dans du relâchement, dans de la décontraction et dans la capacité à ne pas prendre les choses
je vais les mettre dans le miroir bleu ou je vais simplement les laisser sortir dans mes rêves cette nuit, etc. Bah, on va arriver dans un état où on est le plus souvent en alpha possible au bout du compte et être bien dans cet état pour ne pas cumuler plein de choses et après pouvoir donner à autrui. En fait, sur plein de choses, tu vois, quand je dis ça, ça me fait penser un peu à Quesedo et son idée qu'il avait avec la sophrologie de dire rentrer dans des états de relâchement par rapport à toute chose. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'être dans des états de stress ce qui est la source de toute problématique à venir. Donc, revenir à l'état premier de relâchement et c'est souvent la métaphore qu'on donne, hein, un bébé, à la base, il n'est absolument pas tendu. Il n'y a pas de tension. Un bébé, ça va dans tous les sens. Et c'est un petit peu cette notion limite régressive de dire, vous, n'importe qui vous êtes, vous pouvez, au travers d'un certain niveau, retrouver un relâchement, comme un enfant. Et donc, dès lors, être capable de vous mouvoir et de ne pas prendre les choses personnellement, ne pas prendre tout trop à cœur pour trouver des solutions. Est-ce que, à ton avis, là, je vais vraiment faire une généralisation, mais le fait de pouvoir aborder les choses avec souplesse, avec moins de tension, tu trouves plus facilement des solutions. Si on prend, tu vois, le principe Silva, c'est un peu ça, c'est je me relâche pour être en alpha, pour trouver des solutions. Est-ce que tu penses que de façon générale, si on prend d'un point de vue, si on devait donner une espèce de leitmotiv un peu primaire, c'est retourner vers du relâchement de vous-même, parce que dans le relâchement, vous créez des opportunités de mouvement, de disponibilité mentale, physique, émotionnelle, et dès lors, vous ne vous braquez pas, vous ne vous fermez pas, et vous ne vous blessez pas à être trop tendu vis-à-vis des choses. Est-ce que tu penses que c'est un peu un leitmotiv thérapeutique? Pour moi, c'est une évidence, mais ce n'est pas simplement un relâchement, c'est aussi une forme de se concentrer. Donc, d'abord, on relâche, on est plus souple, on est moins facilement blessé et tout cela, mais on est aussi plus efficace quand même. On est aussi plus capable d'imaginer des choses, d'avoir des bonnes idées, de faire des connexions, etc. Donc, il y a un double effet. Mais pour arriver à la deuxième partie, il faut quand même passer par le relâchement. Ouais, c'est ce que j'étais en train de projeter. C'est parce qu'on est en train de se relâcher qu'on n'est plus focalisé. Là, on va reprendre des sémantiques hypnotiques, mais on sait très bien que si on prend Hellman, c'est la sélectivité de l'information, en gros, la suggestion que l'on suit ou pas, la focalisation dessus. Plus on est tendu sur une idée, plus on est focalisé dessus, moins on est apte à se concentrer sur autre chose. Plus je retourne dans un état de relâchement, et là, je lâche donc mon idée, c'est l'idée monoïdale de Bread, la monoïdétique, je crois qu'il appelait ça, cette idée de monoïdée, d'idée unique sur laquelle je me fixe. Mais plus je suis tendu dessus, moi, je suis capable de voir ce qu'il y a, c'est comme si j'avais des œillères. Plus je retourne dans un état en amont de relâchement, plus j'ouvre la perspective potentielle d'autres idées et de me focaliser sur d'autres idées, voire des idées qui seront plus intéressantes, plus constructives et plus positives pour moi de façon générale. C'est à peu près ça le concept. L'idée de relâchement nous permet à la fois de mieux orienter notre concentration, mais aussi de s'enlever de la concentration. Là, à ce moment-là, ça serait du côté un peu maintenir une idée qui peut être problématique pour la lâcher et trouver et maintenir une autre idée qui serait plus constructive. Et dès lors, on revient au niveau 1, faites attention à ce que vous dites et focalisez-vous sur l'ensemble des sémantiques et des mots qui sont positifs. Donc, le relâchement ramènerait un rapport sémantique. Et une des choses qu'on relâche, c'est justement la force de... Oh, il y a un écho là. Une des choses qu'on relâche, c'est... Tu m'entends? Hop, tu es disparu, non? Ouais, non, c'est juste pour enlever l'écho, j'ai mis off mon micro. Vas-y. Ok. Alors, oui, une des choses qu'on relâche, en fait, c'est l'esprit critique. Quand on relâche, on arrive justement à ne plus être, mais il faut que je comprenne, il faut que je fasse ça. Et voilà, donc on n'est plus dans un état hypnotique. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant, où on revient sur pas mal d'éléments assez primaires, des psychothérapies qu'il y avait dans les années 70, où on retrouvait des liens entre la psyché et le corps, respirez profondément, relâchez-vous. Première chose qu'on dit en hypnose. D'ailleurs,
Dans la méthode, il y a beaucoup, hein, Oui. inspirez profondément et fermez vos yeux. Cette notion-là qui ramène au corps et à l'esprit est quelque chose d'intéressant. On va rejouer sur quelque chose qui est une inspiration pour l'expiration profonde, pour pouvoir déjà proposer autosuggestion au corps, un cheminement de relâchement qui se fait par le physique, parce qu'on ne peut pas rester tendu sur une expi. On ne peut pas être... qu'on le veuille ou non, on ne peut pas. On va ressentir que tout descend. Oui. Donc, cette notion, elle est hyper intéressante d'un point de vue mieux-être, sans parler forcément thérapie, mais de la personne. Et la première propriété, le relâchement et la focalisation en deuxième, qui nous permet dès lors de réorienter l'ensemble du monde intérieur qui peut être problématique. Et après, avec l'ensemble des outils, pouvoir exploiter par soi-même ces problématiques dans le miroir. Je pense qu'un des éléments les plus marqués, si on garde encore notre étiquette psychothérapie, c'est le miroir. Le miroir de l'esprit, je pense que c'est celui qu'on peut le plus travailler quand on a une problématique, et ça va nous ramener à ceux qui ont fait de la PNL ou qui ont fait de l'hypno-PNL, à tout le travail qu'on fait sur les submodalités, sur les switches dans l'écran où je vais commencer à modifier l'ensemble des caractéristiques problématiques une fois que je les ai bien observées pour le transformer en quelque chose qui m'est plus positif. Donc, effectivement, on pourrait dire que si on avait un aspect plus axé sur l'autothérapie, ça serait beaucoup basé sur le relâchement, la focalisation, un discours autosuggestion plus positif, plus constructif ou orienté vers un objectif positif, et l'utilisation vraiment premier du miroir de l'esprit qui, à ce moment-là, peut nous donner vraiment une possibilité énorme sur des basiques de recadrage, parce que n'oubliez pas, hein, si c'est un miroir, c'est que ça cadre, hein, c'est qu'il y a des limites dans notre problématique, et trouver des solutions. Et après, on pourrait aller dans les labos, etc., pour aller un peu plus loin. OK. Justement, le cadre en français, c'est parfait parce que quand quelqu'un a un problème et dit j'arrive pas à l'encadrer, en fait, il y a un encadrage. Et puis, justement, il y a un recadrage quand on change la position et la couleur. Donc, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Et souvent, les problématiques qu'on a au niveau psychique, c'est parce que ils vont vous dire ça me prend la tête. En fait, ça veut dire que c'est plus cadré ou ça te prend la tête, donc c'est déjà limité dans un état d'espace, tu vois. Et quand tu commences à leur dire oui, mais dans la tête, tente de simplement bien cadrer une zone ou une pensée ou c'est quoi, bah, plus tu recadres et plus la tension que tu as vis-à-vis de ta problématique, elle est simple, entre guillemets. Hein. Après, il y a bien sûr à travailler dessus, mais en tout cas, elle est bien perceptible et elle permet dès lors d'être mieux gérée par rapport à l'ensemble des possibilités et des outils qu'on a. Et alors, on va le refaire en externe. Est-ce que tu penses que les cas peuvent être une aide pour les personnes qui font déjà une psychothérapie? Tu vois, tu fais un cas sur quelqu'un qui a une psychothérapie, qui vit des problématiques, et tu fais un cas non pas physique, parce que souvent on a l'impression que c'est physique. Souvent, dans les cas, on arrive sur plein de trucs physiques, mais plus psychiques, sur quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement plus sur la psychothérapie. Les cas, pour toi, c'est un bon moyen d'accompagner aussi une aide psychique pour les gens? Absolument. Pas simplement les cas, mais aussi la communication subjective. Exact. Mais parce que là, on arrive à transférer des informations que la personne ne va pas forcément accepter dans un état d'éveil. Bon. Ça revient un peu à l'hypnose. D'abord, on concentre uniquement sur les cas physiques, mais ça, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus facile à valider. J'ai mal à l'épaule gauche, donc je perçois quelqu'un qui a mal à l'épaule gauche et on me dit c'est correct. Mais si je suis en train de dire cette personne est triste parce que ça, c'est moins facile à valider. Donc, pour les tout premiers cas, on commence avec les cas physiques. Mais après, on recommande qu'on travaille tous les niveaux. Donc, on peut avoir des êtres humains avec des problèmes de santé mentale, avec des problèmes de dépression, avec des problèmes de stress, etc. Donc, oui, tout ça, on peut aussi travailler comme un cas.
Mais personnellement, j'ajouterais aussi la communication subjective. Ouais, tu sais que là, moi, la communication subjective, à chaque fois, ça me refait penser à HypnoSleep, hein. Au Oui. travail donc, de Levelman qui avait mis en place le fait. Alors, ouais. Sauf qu'en fait, José a bien distingué entre les deux parce que HypnoSleep, c'est toujours objectif. Parce qu'on entend la personne physiquement et on fait signe, etc. Pendant que communication subjective, c'est strictement subjectif. Complètement. Sinon, c'est le même processus, quoi. Tout ce qu'on peut communiquer à les personnes, c'est à un autre niveau de conscience quand même. Oui. Exactement, mais oui, c'est complètement ça, parce qu'effectivement, là, en communication subjective, en général, bah, d'ailleurs, tu vas, même si la personne est à côté de toi, tu n'émettras pas la moindre son avec ta voix, alors que Develman, je relisais ça, parce que là, en ce moment, je suis en train de relire tous les cours que j'avais eus, tu sais, avec la Develman Institute, donc je relis les trucs de Dev, et ce qu'il expliquait j'aimais bien la sémantique qu'il utilisait, il disait, l'hypnosleep, c'est hypnotiser quelqu'un qui dort. Mais tu vois, il dit bien, je mets en transe quelqu'un qui est en train de dormir. Voilà. On peut hypnotiser des gens qui sont éveillés et hypnotiser des gens qui sont en train de dormir. Et vu qu'il n'y a pas, c'est juste parfois la notion de dormir qui pose problème chez les gens en hypnose, mais on sait qu'il n'y a pas de sommeil, bah là, lui, dans le sommeil, il crée une transe hypnotique. Et c'est ça la spécificité, où après, pareil, il va proposer, suggérer des choses qui sont positives pour la personne pour aller mieux sur différentes pathologies, problématiques, etc., etc. Donc pour moi, c'est un peu le liant, mais il y en a un qui est très objectif et l'autre qui est très, très subjectif. En fait, moi, j'ai appris HypnoSleep quand José nous a appris comment faire la communication objective. Et il a dit presque identique. Donc, c'est-à-dire que c'est le parent qui le fait. On fait tout doucement dans la pièce. Et puis, on chuchote très doucement en disant, tu continues à dormir, mais tu peux m'écouter. Et puis, fais-moi signe, effectivement, quand tu m'écoutes. Et puis, on donne la suggestion. Il a utilisé comme exemple un enfant qui faisait pipi au lit. Voilà. Mais je ne sais pas plus quel cours c'était pas dans le cours de base. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Et la prochaine fois que j'ai entendu parler, c'était Jerry Keim qui enseignait Hellman. Et puis après, j'ai trouvé que même Émile Coué, c'est dans le livre d'Émile Coué aussi. Donc, ça se trouve un peu si on cherche. Voilà. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est souvent la grande question, hein. Est-ce que quand je dors, j'enregistre les choses? Et ce que j'aime bien, la différence avec cette idée-là, non, la plupart du temps, quand tu t'endors avec la télé, tu ne mémoriseras pas ce qui se passe. La différence, c'est il y a une intention qui est donnée, il y a une suggestion qui est proposée, tu es en train de dormir, mais je vais te demander simplement d'entendre ma voix et si c'est bon pour toi, tu me dis OK. Il y a une intention et il y a une demande qui est faite. Et si on regarde souvent dans le travail au niveau subjectif, on demande la plupart du temps si la personne est OK pour recevoir, même si ce n'est pas toujours le cas, on peut juste arriver et se réveiller à la bonne heure pour faire les choses. Mais cette notion, elle est différente entre je dors et j'apprends des choses et il y a une intention qui est donnée, voire même une suggestion qui est donnée et la notion où je change. Là, il faudrait voir, je ne sais pas du tout au niveau cérébral, à quel niveau de fréquence on est quand on est sur de l'hypnosleep. Ça, il n'y a pas eu forcément. Est-ce qu'on est en θ? C'est sûr qu'on n'est pas en delta, sinon on n'entendrait vraiment rien. Mais est-ce qu'on est en θ ou en alpha? Ça doit dépendre de notre. Je dirais plutôt θ, là. Ouais, je pense aussi. Hein. Oui. Ouais, parce que la personne ne nous parle pas. On a tendance à être plus conscient. Mais on ne veut pas que la personne nous entende consciemment. Donc, et c'est pour ça que justement, j'ai entendu plusieurs fois, donc le moment que tu as le signal, tu as 3 minutes et pas plus, parce que sinon la personne risque d'éveiller. Donc là, tu arrêtes et tu dis continue à dormir et on part doucement. Mais c'est fascinant. Hypnosleep, tu sais qu'il y a un Irlandais. J'avais suivi les cours. Je te les enverrai parce qu'ils sont vraiment bien. Je les ai redemandés ce matin parce que je voulais les re-regarder. Et il y avait un Irlandais qui bosse complètement que sur HypnoSleep. Il appelle ça Real HypnoSleep. Et lui, il fait ça en session. Donc, en gros, il endort les personnes réellement. Tu vois, il passe d'un niveau hypnose, puis après, il les fait s'endormir.
Et quand ils sont en sommeil dans le cabinet, tu fais de l'hypnosleep en cabinet. Jerry Kine faisait ça. Jerry Kine faisait ça, mais moins marqué. Tu vois, lui, vraiment, j'avais vu, moi, Jerry le faire, mais là, l'Irlandais, j'étais bluffé. Alors après, le problème, c'est qu'ils vendent toujours… Tu sais comment il s'appelle? Ah, pardon. Ouais, je te donnerai le nom. De toute façon, je t'enverrai les cours. Il faut juste que je les récupère de nouveau parce que, en fait, je te dis, je les ai un peu… je les avais mis, il les avait mis online, mais là, il les a enlevés. Donc, le problème, c'est qu'il faut que je le récupère. Mais je te donnerai ça. De toute façon, lui, il fait vraiment que les gens sont totalement endormis, ne bougent plus, ne réagissent plus, etc. Oui. Et puis, il continue sa session. Et il fait sa session à partir de là, ouais. Et quand il les réveille à la fin, ils sont en amnésie complète ou… Alors, il y en a qui sont en amnésie, ouais. Il y en a beaucoup qui sont en amnésie complète, ce qui est assez cohérent, hein, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu vraiment de sommeil. Par contre, c'est les retours qui sont intéressants. Alors, bon, il y en a un, il y a une démonstration que j'avais vue qui était en séminaire, donc c'est toujours un peu biaisé en séminaire, mais il y a des démonstrations qu'il fait en cabinet, donc les gens sont vraiment dans un principe quotidien et tu vois que les personnes, ça leur fait vraiment du bien. En séminaire, c'était un gars qui était paralysé ou je sais plus, avec des douleurs incroyables depuis des années, qui pouvait à peine marcher. Il sort de son hypnosleep, apaisé, il peut remarcher, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. Plutôt. Mais après, tu sais, je sais jamais si ça dure longtemps parce que tu sais, tu as toujours les feedbacks après et on sait très bien que parfois, il y a un truc qui dure même plusieurs jours et après, ça peut revenir. Alors ça, j'en sais rien, on n'a pas eu le retour. Mais c'est intéressant. Je t'enverrai, dès que je récupère, là j'ai retrouvé le manuel, donc je t'enverrai déjà le manuel, tu vas voir, il est déjà bien fait. Et je t'enverrai les cours vidéo dès que je les récupère. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, là, pour le côté psychothérapie, je pense qu'on est bien. Au moins, ça vous permet d'avoir un petit peu des idées et peut-être répondre à cette question, est-ce que la méthode Silva est une psychothérapie? Là, on a à peu près des idées. Par contre, si vous voulez l'utiliser comme certains aspects pour compléter une psychothérapie ou pour vous faire du bien au quotidien, bien sûr, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas le but central de la méthode. Je vous rappelle, parce qu'on en a reparlé avec Lee, qu'on a encore et toujours l'enquête qui est disponible, donc n'hésitez pas à le remplir. Il y a 300 retours, donc merci, on est retourné comme à la première fois. Autre chose, je vous ai mis hier ou aujourd'hui, je vous ai mis un petit message dans le groupe Silva, juste pour faire des programmations pour la Syrie et la Turquie. Parce que là, en ce moment, c'est un peu le foutoir. On sait qu'il y a des personnes qui sont malheureusement sous les décombres et que faut souhaiter qu'ils puissent être récupérés le plus vite possible. Donc, si vous pouvez envoyer des trucs cool, positifs et des choses pour que le maximum de personnes puissent être sorties vivants de tout ce drame-là. N'hésitez pas justement, on en parle avec Lee, à partager sur le groupe Facebook quand il y a des choses qui vous sont intéressantes, importantes. On lit de façon générale et puis de toute façon le groupe il est là pour vivre au maximum. Je vais remettre un petit peu, je vous remettrai l'Excel sur les cas. N'hésitez pas à mettre tous les cas que vous avez autour de vous ou vos proches, les personnes que vous connaissez, pour que tout le monde puisse bosser régulièrement les cas. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que tu as des choses à compléter dans les nouvelles ou dans les choses à savoir? En fait, oui, j'aimerais juste revenir au moment où tu as dit développement personnel est souvent traduit comme développement égoïste. Et ça m'a frappé. Et pendant que tu parlais, j'ai pensé, il y a quand même une phrase, et justement, c'est introduit pour le deuxième week-end en Silva, qui fait comprendre ça. Et c'est quand on dit, tu es un être humain supérieur. Alors là, ça semble être égoïste quand on l'entend la première fois. Mais, et puis, on continue pour décrire qu'est-ce que c'est un être humain supérieur. Tu es plus compréhensif, plus patient et plus compatissant avec les autres. Donc ça, c'est être un être humain supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus des autres. Donc ça, c'est le développement personnel. Bien. Ouais, dans une notion avec des valeurs qui sont ouvertes pour les autres et avec les autres. Oui. Donc, c'est un développement de ma personne pour les personnes.
Oui. Mais tu vois le mot développement personnel, je trouve qu'il est, il y a énormément de choses à réfléchir dessus. Tu vois, il a été beaucoup utilisé dans les années 80, 90, 2000, et maintenant, vu que ça s'est beaucoup popularisé, ça a un petit peu dévié, surtout qu'il y a plein de gens qui en font un business peut-être un peu trop abusé et qui fait qu'on ne sait plus trop si tu te développes réellement pour te développer, pour être quelqu'un avec des valeurs, comme tu viens de le dire, ou juste te développer pour la personne, toi et toi seul, toi dans un monde un petit peu étriqué et égotique. C'est toujours compliqué. Mais beau recadrage. Merci. Tu as autre chose à préciser? Prochaine session Silva en France, c'est à Pâques, souvenez-vous. Il y a un ultra qui a lieu en juin. Oui. Et après, un autre live qui aura lieu. Si on cherche cesarmethodesilva.com/calendrier. Ouais. Ça vous aura toutes les infos. Des cours en ligne, en ville, etc. Yes, oui, parce que n'oubliez pas, il y en a partout en France, aussi en Suisse et en Belgique. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout le monde. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big One. Merci à vous. Merci Lee. À très vite.